Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un document vraiment unique. Il s'agit d'un portrait très détaillé, d'un profil neurodivergent qui combine trois aspects, le haut potentiel, le trouble du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle, et puis le TDAH. Ce qui est frappant d'emblée, c'est que on est très loin du manuel clinique, non? C'est un texte qui cherche à décrire de l'intérieur, de manière très nuancée, ce que ça veut dire de fonctionner comme ça. Notre but, c'est vraiment de saisir cette dynamique. Oui, et le mot que vous avez utilisé, humain, il est, je pense, absolument essentiel ici. La source nous oblige à laisser tomber la grille de lecture habituelle. On ne peut pas juste additionner les symptômes HP plus TSA plus TDAH égale. Égale le résultat. Non, ça ne marche pas comme ça. Exactement. Le document nous invite plutôt à voir ça comme un écosystème, un ensemble complexe, à comprendre comment ces trois facettes interagissent, s'influencent, parfois entrent en conflit. C'est cette danse interne, souvent paradoxale, qu'on va essayer de décrypter. Alors, commençons par la base. L'architecture de la pensée. La source utilise une formule que je trouve très belle, une intelligence rapide, profonde et arborescente. Ça évoque tout de suite une pensée qui fuse, qui fait des liens inattendus. Mais le TSA, on l'associe plutôt à un besoin de structure, de logique. Comment ces deux forces cohabitent? C'est précisément le premier grand paradoxe, et peut-être le plus important. D'un côté, avec le HP et le TDAH, vous avez une machine à générer des idées, des connexions. C'est le côté foisonnant. Et de l'autre, avec le TSA, il y a ce besoin, impérieux de clarté, de cohérence, de système. Donc une sorte de guerre civile permanente dans la tête, en fait. On pourrait croire. L'architecte qui veut des plombs parfaits contre le démolisseur qui veut tout faire exploser. C'est un peu l'image, oui. Sauf que, et c'est ça qui est fascinant, ce n'est pas qu'un conflit qui paralyse. C'est aussi un moteur créatif d'une puissance incroyable. Le besoin de structure du TSA, en fait, il agit comme un canal. Il force la pensée foisonnante à se diriger, à construire quelque chose de solide à partir du chaos. Je vois. La structure n'est pas un frein, mais plutôt une condition pour que l'arborescence serve à quelque chose. C'est ça. L'innovation naît souvent de là, d'une liberté contrainte par une exigence de cohérence. Ça explique sans doute la conclusion de la source sur ce point. Le mental ne s'arrête presque jamais. Cette image d'un moteur qui tourne en permanence, sans bouton off, ça doit avoir un coût énergétique colossal. Le coût est central, en effet. Et l'énergie n'est pas du tout constante. La source décrit une dynamique de l'attention qui est tout sauf linéaire. C'est une oscillation entre deux extrêmes. D'un côté, l'hyperfocus, j'imagine. Exactement. Une concentration quasi absolue, une immersion totale dans un sujet passionnant. Le monde extérieur n'existe plus. Ça peut durer des heures, parfois des jours. C'est un état de flot poussé à son maximum. Et de l'autre côté du spectre? L'opposé. Une dispersion complète, une sorte de brouillard mental. La moindre petite tâche, répondre à un email, passer un coup de fil, ça devient une montagne. Mais alors, ce n'est pas une question de volonté. C'est l'erreur qu'on fait souvent. De l'extérieur, de se dire « il suffit de se forcer un peu ». Ah, pas du tout. Et la source insiste là-dessus. Ce n'est pas un interrupteur de volonté, c'est un moteur de motivation. Le carburant de ce cerveau, c'est le sens, c'est l'intérêt, le défi. Si une tâche est perçue comme vide de sens, répétitive, le cerveau refuse de s'engager. Il n'alloue juste pas les ressources. Ce qui explique qu'on puisse résoudre un problème complexe pendant des heures, mais être incapable de remplir un formulaire en 5 minutes. Voilà, et ça a un impact direct sur l'énergie. C'est comme une batterie de téléphone qui, au lieu de se vider de 100 à 0%, tournerait à 150% pendant 3 heures, avant de tomber brutalement à 5% et de refuser de redémarrer. C'est exactement l'image. Les pics d'intensité suivis de chutes brutales. Le shutdown, c'est ça. Le système se met en mode protection. Cette analogie de la batterie est très parlante. On a parlé de la surcharge mentale, énergétique. Est-ce que cette thématique de la surcharge se retrouve aussi sur le plan physique, sensoriel? Complètement. C'est la suite logique. Le document parle d'hypersensibilité marquée. Ça veut dire que le filtre entre le monde et le système nerveux est très très fin. Les informations arrivent de manière brute. La source donne des exemples concrets, je crois. Oui, la misophonie, par exemple, cette intolérance insupportable à certains sons, comme les bruits de mastication. L'hyperosmie, où une odeur peut être vécue comme une agression. Mais aussi la lumière, les textures des vêtements, la foule. C'est difficile à imaginer. Un monde où une simple étiquette de t-shirt peut être une source de douleur. Ça veut dire que le corps est constamment en alerte. C'est exactement ça. Le système nerveux est dans un état de vigilance quasi permanent. Il scanne l'environnement en permanence.
d'où la fatigue nerveuse chronique dont parle le texte. Et ça change complètement notre regard sur certains comportements. Tout à fait. Le besoin de silence, ce n'est pas un caprice. Le besoin de s'isoler, ce n'est pas un rejet des autres. Et les routines? Les routines, ce ne sont pas de la rigidité. Ce sont des stratégies de régulation, des mécanismes de survie pour que le système n'implose pas. Ce sont des besoins, pas des préférences. Ce besoin de se protéger du bruit du monde, ça doit forcément impacter des relations sociales. On arrive à un nouveau paradoxe, j'ai l'impression. Inévitablement. Et c'est peut-être l'un des plus douloureux. Au fond, la source décrit un désir profond de liens authentiques, un besoin de vraies conversations, de relations sincères. Il y a un rejet quasi physique du superficiel, des small talks, des non-dits. Une sorte de quête d'absolu dans les relations. Mais le monde social, lui, est rarement absolu. Il est fait de codes, de nuances. Et c'est là que ça coince. Ce désir d'authenticité se heurte à la complexité du monde social. La difficulté à décoder les règles implicites, ce que tout le monde semble savoir sans l'avoir appris, et puis une réaction épidermique à l'injustice. Du coup, le résultat, c'est quoi? Une oscillation permanente C'est ça. entre un retrait quasi total pour se protéger et un besoin intense de connexion dès qu'un lien sincère semble possible. La source résume ça avec une phrase terrible de justesse. La solitude est parfois refuge, parfois douleur. C'est vertigineux. On est coincé entre l'épuisement d'être avec les autres et la souffrance de ne pas l'être. C'est toute la dualité, oui. La solitude est à la fois le seul endroit de repos pour le système nerveux et en même temps une source de grande souffrance. On a vu la pensée, le corps, les autres. Si on plonge dans le monde intérieur maintenant, les émotions, j'imagine que l'intensité est encore le mot-clé. L'intensité est le maître mot, en effet. Les émotions sont décrites comme étant vécues avec une amplitude extrême. La joie peut être extatique, la tristesse, abyssale. C'est comme si le volume était bloqué au maximum. Mais, et c'est là qu'un nouveau paradoxe surgit, cette intensité ne veut pas dire clarté. Attendez, ça c'est contre-intuitif. On s'attendrait à ce qu'une personne qui ressent tout si fort soit une experte de ses propres émotions. On peut ressentir un tsunami sans savoir le nommer. Précisément, le document parle d'alexithymie partielle. Ce n'est pas une absence d'émotions, au contraire, c'est la difficulté à les identifier, à mettre des mots dessus. Est-ce que c'est de l'anxiété, de la colère, de la tristesse, ou un mélange de tout ça? Ça doit être très déstabilisant. Très. Et c'est souvent couplé à une difficulté à exprimer ses émotions au bon moment, de la bonne manière. Et, pour complexifier le tout, ça coexiste souvent avec une hyper-empathie, une capacité à ressentir de manière presque douloureuse les émotions des autres. Donc on est une éponge aux émotions des autres, mais un peu analphabète de ses propres ressentis. C'est un très bon résumé. Fascinant. Et cette quête de clarté, cette quête de sens pour soi-même, est-ce qu'on la retrouve à une échelle plus large? Une quête de sens existentielle. C'est l'extension naturelle, oui. La source parle d'un questionnement existentiel très précoce, dès l'enfance. Quel est le sens de tout ça? Ce n'est pas juste de la curiosité. C'est lié à deux besoins fondamentaux. Le premier, c'est un besoin viscéral de cohérence. Le monde doit être logique. L'absurdité est une source d'angoisse profonde. L'incohérence n'est pas juste une erreur, c'est une souffrance. Exactement. Et le second besoin, c'est un besoin d'alignement entre la pensée, la parole et l'action. L'hypocrisie, le décalage entre ce que les gens disent et ce qu'ils font, c'est très difficile à tolérer. Ce qui mène, je suppose, à un intérêt pour la philosophie, la spiritualité. Oui, tout ce qui peut donner une grille de lecture, une structure de sens au monde. Est très pragmatique là-dessus. Elle liste des défis qui peuvent paraître triviaux, mais qui sont très énergivores. Les tâches administratives, par exemple. Le comble de l'absurdité non stimulante. La gestion du temps, les transitions, les imprévus. Exactement. Tout ça demande un effort conscient. Et pour gérer ça en société, il y a le fameux masque social. Cette façade de normalité. Une façade qui peut être très élaborée, mais qui consomme une part énorme de l'énergie disponible. Le tableau semble être celui d'un parcours du combattant. Mais la source ne décrit pas que les difficultés, si. Quelles sont les forces qui émergent de ce profil? Non, absolument pas. Et c'est crucial de le souligner. Les défis sont le revers d'une médaille qui a un avers très brillant. La source met en avant des forces majeures. Une lucidité exceptionnelle, cette capacité à voir l'essence d'une situation complexe. Une créativité profonde. Qui naît de ces connexions inattendues. Une forte intégrité morale aussi. Et une capacité à comprendre les systèmes dans leur globalité. Ce qui donne une aptitude à accompagner, à créer, à transmettre.
Donc une lumière très vive, mais qui vient avec des zones d'ombre très marquées. J'imagine que cette intensité expose à des risques. Oui, la source est très claire sur les vulnérabilités. Le burn-out est une menace constante. L'autosabotage aussi. L'isolement, qui peut devenir une prison. Un sentiment chronique d'inadéquation. Et, dans les périodes de surcharge extrême, oui, la source n'élude pas la possibilité d'idées noires. C'est un profil qui vit sur une ligne de crête, avec des sommets très hauts et des vallées très profondes. Pour conclure, la source propose une synthèse, presque poétique. Elle décrit ce profil comme un être intensément vivant dans un monde trop bruyant. Ça résonne tellement avec tout ce qu'on vient de dire. Et elle ajoute « trop lucide pour se mentir, trop sensible pour se durcir, trop profond pour rester en surface ». C'est un résumé parfait de toutes ces tensions. C'est une conclusion magnifique, et ça nous laisse, je crois, avec une question fondamentale. Ce portrait nous force à interroger non pas la personne, mais l'environnement. Comment nos structures, l'école, l'entreprise, la société, peuvent-elles évoluer? Pas simplement pour accommoder ou tolérer ces profils, mais pour vraiment valoriser la vision, la créativité, la lucidité qu'ils apportent. La question n'est peut-être pas comment réparer l'individu, mais comment concevoir un monde où ces esprits peuvent non seulement survivre, mais s'épanouir et contribuer à la hauteur de leur immense potentiel. Le véritable enjeu, il est peut-être là.